Quelle fiscalité s'applique à la déclaration crypto de 2024? Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce qu'aujourd'hui, on va parler de fiscalité crypto, un sujet qui est extrêmement demandé tous les ans et encore plus quand on s'approche à grands pas comme ça de la période de la déclaration. Alors du coup, comme tous les ans, bien entendu que je vais te proposer du contenu sur la fiscalité pour t'accompagner. Donc cette vidéo est la première d'une série et dans celle-ci, on va voir la fiscalité générale qui s'applique aux crypto-monnaies pour que tu saches à peu près où tu mets les pieds. Bon, pour commencer, déjà, je pense qu'il est important de préciser, comme à chaque fois, certaines petites choses. La première, c'est que je ne suis absolument pas fiscaliste. C'est pour ça que, pour réaliser cette vidéo, je me suis fait accompagner par l'équipe de Waltio, qui vérifie que je ne dise pas de bêtises. Je les remercie énormément parce que sans eux, ça serait difficile de proposer du contenu de qualité comme ça. Deuxième chose également que je tiens à préciser, c'est que cette vidéo est réalisée uniquement à titre informatif, d'accord? Si tu as vraiment besoin de conseils fiscaux, alors à ce moment-là, je ne peux que te recommander de te tourner vers un avocat fiscaliste. Il n'y a que ces personnes-là qui pourront réellement t'aider et répondre à toutes tes questions. D'ailleurs, si tu as besoin d'en contacter un, je te mets de quoi contacter Axel Saban, qui est aussi associé principal du cabinet Revo Avocat. Il m'avait aidé sur une précédente vidéo l'an dernier, je le remercie encore. Et donc du coup, tu as tout ça en description et en commentaire épinglé. Bon, maintenant que ça c'est dit, du coup, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors forcément, tous les ans, on me pose la même question, qu'est-ce qu'il faut déclarer, quand ça, etc. Alors c'est très simple, la déclaration de tout ce qui va concerner les cryptos va se faire sur la déclaration des revenus. Celle-ci a lieu tous les ans, elle commence en général début avril et se termine à la mi-juin. On va toujours déclarer les revenus N-1, c'est-à-dire qu'en 2024, on va déclarer les revenus de 2023. Pourquoi? C'est tout simple, l'année 2024, elle n'est pas terminée, donc forcément, on ne va pas pouvoir tout déclarer sur cette année-là. C'est pour ça qu'on déclare toujours les revenus de l'année N-1. Alors d'entrée de jeu, je vais rajouter comme ça une précision qui est très importante parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent sur un sujet, c'est qu'il n'y a pas que la flat tax, c'est-à-dire qu'il y a d'autres régimes d'imposition également et qui emportent leurs propres règles. Par exemple, la non prise en compte des transactions crypto-crypto, elle n'est pas toujours vraie. Et d'ailleurs, en parlant de régimes d'imposition, quels sont ceux du coup qui concernent les cryptos? Alors, il y en a deux grands à prendre en compte. Le premier, c'est celui des plus-values sur actifs numériques qui va concerner uniquement les particuliers qui réalisent leurs opérations à titre occasionnel. Le deuxième, c'est celui qui est un petit peu moins connu, c'est le régime des BNC pour les bénéfices non commerciaux. Donc, il va concerner les personnes qui réalisent des opérations à titre habituel et qui sont très souvent assimilés à des professionnels. Donc, c'est ce régime qui va concerner les traders habituels et les mineurs. Alors, pour ceux qui se poseraient la question de savoir où est passé le régime BIC, tout simplement, il n'est plus à prendre en compte. C'est une des grandes nouveautés qu'il y a eu depuis le 1er janvier 2023 et donc qui s'applique pour cette période de déclaration. Alors, je vais quand même préciser une petite chose également, c'est qu'il existe aussi d'autres régimes d'imposition qui peuvent s'appliquer à certains types d'opérations sur des cryptos, comme par exemple le lending et les NFT. Alors un très bon exemple, ça peut être par exemple la CEHR, qui est la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui prévoit une imposition de 3 à 4% sur l'ensemble des revenus du foyer fiscal, y compris le régime BNC. Donc ça typiquement, c'est un autre régime qui peut s'appliquer aux cryptos, mais là, ça ne concerne vraiment pas grand monde. Alors il y a une autre question aussi à laquelle il faut répondre et que beaucoup de personnes se posent, c'est de savoir à partir de quand le petit trader occasionnel passe du côté du trader habituel. Alors déjà, je vais commencer par préciser qu'on part du principe que la qualification de professionnel doit rester l'exception. Autrement dit, ça veut dire que la grande majorité des personnes ne sont pas concernées par ça et sont plutôt concernées par le régime des plus-values sur actifs numériques et donc la fameuse flat tax. Par contre, plus notre activité va ressembler à celle d'un professionnel, alors là, plus nos chances seront grandes de nous voir requalifiés. Donc pour déterminer maintenant le caractère habituel ou non de nos transactions, on va se baser sur un ensemble de critères qualitatif. Donc par exemple, ça peut être la sophistication de nos transactions ou le degré d'automatisation de nos opérations. Donc en gros, c'est tout ce qui va permettre la prise quasi systématique de profit ou la réduction quasi systématique de perte. Alors je vais ajouter une autre précision aussi qui est importante et que j'avais eu du mal à comprendre au début, c'est que la fréquence de notre activité sert à déterminer notre régime d'imposition, pas à savoir si on est professionnel ou non. La qualification de professionnel va se baser sur d'autres critères. Autrement dit, ça veut dire qu'on peut très bien être assujetti au régime BNC dans certains cas, sans pour autant être qualifié de professionnel. Bon, maintenant qu'on a cartographié les différents régimes d'imposition et qu'on sait à peu près dans quel cas de figure on se trouve, une question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il faut déclarer et comment est-ce qu'on est imposé? Alors on va commencer du coup par le plus connu, mais attention parce qu'il y a du changement par rapport aux autres années, c'est le régime des plus-values sur actifs numériques qui va concerner uniquement les particuliers effectuant des opérations à titre
occasionnelles. Donc dans ce régime, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va devoir prendre en compte toutes les sessions à titre onéreux et les déclarer. Alors pour petit rappel, une session à titre onéreux, qu'est-ce que c'est? C'est quand on va échanger de la crypto contre autre chose que de la crypto. Donc par exemple, j'échange du Bitcoin contre de l'euro ou du dollar, à ce moment-là, c'est une session à titre onéreux et donc à déclarer. Si j'achète par exemple une maison avec des Ethers, donc un bien, c'est autre chose que de la crypto, donc c'est également une session à titre onéreux. Si je paye le restaurant avec mes bitcoins, à ce moment-là, je paye un service, c'est autre chose que de la crypto, donc du coup c'est une session à titre onéreux et donc du coup également à déclarer. Alors il y a une chose aussi qui est très cool avec ce régime fiscal, c'est que les transactions crypto-crypto ne sont pas à prendre en compte. Autrement dit, si j'échange par exemple du Bitcoin contre de l'Ether, que je l'échange contre du Link et du Solana après, tout ça, ce ne sont pas des transactions à déclarer. Alors j'ai une question quand même qui me revient assez souvent, c'est oui, mais les transactions crypto-crypto qui ont eu lieu avant une session à titre onéreux, il faut bien les prendre en compte. La réponse est non. Il ne faut prendre en compte que la session à titre onéreux. Alors maintenant qu'on connaît l'événement imposable, c'est-à-dire la session à titre onéreux, on pourrait maintenant se demander comment est-ce que c'est imposé. Alors c'est à partir de là aussi qu'il y a eu du changement, c'est-à-dire que maintenant tu n'as plus qu'une seule possibilité, tu en as deux. La première, c'est la très connue flat tax de 30% qui va s'appliquer, donc c'est-à-dire 12,8% plus les 17,2% de prélèvements sociaux. Alors il y a une petite exonération fiscale qui est quand même prévue, mais que dans un cas bien particulier. C'est quand le volume de tes sessions n'excède pas 305 €. Alors, il faut faire très attention parce que ce point-là, il est très mal compris, c'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui pensent que c'est sur les plus-values, mais pas du tout. Imaginons par exemple qu'au cours de l'année 2023, j'ai vendu 2000 € de crypto-monnaie et sur ces 2000 €, j'ai eu 200 € de plus-value. Eh bien, je serai quand même imposé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les 200 € qui sont à prendre en compte, mais bien les 2000 €. Je préfère le préciser parce qu'à chaque fois, tous les ans, je vois des personnes faire une erreur là-dessus. Et concernant la deuxième solution qui s'offre à nous maintenant, c'est qu'on peut aussi, à la place de la flat tax, opter pour l'imposition au barème progressif. Alors attention, parce que là, ça va un petit peu changer, c'est-à-dire que tu ne vas pas te faire imposer uniquement sur tes revenus crypto, mais tu vas te faire aussi imposer sur l'ensemble de tes revenus, donc salaire, crypto, etc. Alors comment est-ce que ça marche pour ceux qui ne connaissent pas ce fameux tableau du barème progressif? En fait, c'est tout simple, tu as un tableau avec différentes tranches d'imposition. Et tu vas te faire imposer selon ces différentes tranches d'imposition. Alors l'imposition ne se fait pas forcément uniquement sur une seule tranche du barème progressif, mais peut se faire sur plusieurs. Je vais te donner un exemple, ça sera plus simple pour t'expliquer. Imaginons par exemple que j'ai gagné 28 000 € au cours de l'année 2023. Alors bien entendu, je précise encore une fois que ça prend en compte l'ensemble de mes revenus, donc salaire, crypto, etc. À partir de ce moment-là, et si je choisis d'opter pour l'imposition au barème progressif, j'aurai les 11 294 premiers euros qui seront imposés dans la première tranche d'imposition, c'est-à-dire à 0%. Mais attention à cela, il faudra ajouter les fameux 17,2% de prélèvements sociaux. Et pour le reste, par contre, ils seront imposés dans la tranche à 11%. Et à ça, il faudra encore ajouter les 17,2% de prélèvements sociaux. Et si j'avais gagné beaucoup plus, je serais monté comme ça sur les différentes tranches d'imposition. Alors opter pour le barème progressif, ça peut être intéressant dans certains cas, mais attention, ça va pas être le cas pour tout le monde. C'est pour ça qu'il est vraiment très important de faire une simulation avant, parce que suivant si tu as des décotes, si vous êtes deux dans votre foyer fiscal, s'il y a des enfants, etc., ça peut vraiment changer le résultat. Et du coup, dans certains cas, ça va être plus intéressant de se faire imposer au barème progressif, et dans d'autres, ça sera plutôt la flat tax. Alors si jamais ça t'intéresse de faire une simulation, je te mettrai un lien en description vers un simulateur officiel. Il est très simple à utiliser, mais si jamais tu galères, t'inquiète pas, dans la prochaine vidéo sur la déclaration, je t'expliquerai comment l'utiliser de A à Z. Alors maintenant qu'on sait comment on peut se faire imposer quand on est particulier, une question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'il faut déclarer? Alors, c'est très simple, en fait, tu as plusieurs formulaires à remplir. Le premier formulaire à remplir, ça va être le très connu 3916 bis qui a fusionné maintenant avec le 3916. Donc avec ce formulaire, on va devoir déclarer tous les comptes d'exchange détenus qui sont établis à l'étranger et ça qu'ils soient clos ou ouverts. Donc par exemple, tu as un compte chez Bitpanda, il va falloir le déclarer. Pourquoi? Parce que Bitpanda est établi hors de la France. Alors j'ai pris aussi l'exemple de Bitpanda, c'est pas pour rien, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que avoir le PSAN suffit à ne pas avoir besoin de déclarer l'exchange. Ça ne veut absolument rien dire dans ce cas précis. Bitpanda a le PSAN mais n'est pas établi en France, donc dans tous les cas, il faudra le déclarer. C'est bien la domiciliation qui est à prendre en compte. Par contre, si tu as un compte chez CoinHouse, par exemple, CoinHouse est un exchange qui est établi en France, donc à partir de ce moment-là, pas besoin de le déclarer. Alors il faudra remplir un formulaire 3916 bis par compte d'exchange, et si tu ne le fais pas, c'est 750 € que tu risques par contre non déclaré.
donc je pense qu'il vaut mieux les déclarer. Alors un petit tip que je t'ajoute aussi avec ça, c'est que si jamais tu n'arrives pas à déclarer tes comptes d'exchange parce que tu ne trouves pas les adresses, etc., je t'invite à tout simplement créer un compte sur Waltio. Ils ont un outil qui est 100% gratuit qui te permettra de trouver tout ça. Je te montrerai comment l'utiliser dans la prochaine vidéo sur la déclaration. Le deuxième formulaire maintenant qu'il faudra remplir, c'est le fameux 2086 ou le 2086, tu l'appelles comme tu veux. Donc c'est celui-ci que tout le monde déteste parce que c'est le plus compliqué à remplir. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce dernier? Eh ben on va tout simplement noter le détail de toutes les sessions à titre onéreux. À la suite de ça, on va avoir du coup les plus et moins-values de chaque session qu'on va additionner entre elles pour obtenir la plus ou moins-value générale. C'est d'ailleurs sur ce montant qu'on va se faire imposer dans le cas bien sûr où le résultat est positif et dans le cas bien sûr où on ne bénéficie pas de cette fameuse petite exonération dont je te parlais tout à l'heure. Alors pour les personnes aussi qui galèrent vraiment avec le 2086, il faut savoir aussi que Waltio propose une solution qui va pouvoir vous pré-remplir directement ce formulaire. Alors comment est-ce que ça va fonctionner? Eh bien il faudra tout simplement connecter vos comptes d'exchange à Waltio. Ensuite vous allez lui fournir vos wallets et ce qui va se passer c'est que Waltio va extraire toutes les informations, il va détecter les sessions à titre onéreux et va tout calculer pour vous. Au final il restera juste à copier le résultat, donc c'est sans prise de tête. Pour les personnes qui ont moins de 50 transactions, c'est totalement gratuit. Au-dessus de ça, il faudra payer un abonnement. Par contre, ils ont une nouvelle formule qui est beaucoup moins chère que l'an dernier, donc ça peut être très intéressant. Et en plus de ça, j'ai toujours mon code de réduction Julien10 qui permet d'obtenir 10% de réduction chez eux. Alors ce code, il faudra juste le rentrer au moment du paiement, hein, pas au moment de l'inscription, parce que ça, c'est un autre code parrainage que tu peux utiliser si jamais tu en as un. Alors une fois que le formulaire 2086 est rempli, il ne restera plus grand-chose à faire, rassure-toi. Il n'y a plus qu'un dernier formulaire, c'est le 2042C. Alors pour ça, c'est simple, dedans, tu auras deux cases, la 3AN et la 3BN. Si le résultat final que tu as inscrit dans le 2086 est positif, ça veut dire que tu es en plus-value. Dans ce cas-là, tu l'inscris dans la case 3AN. Par contre, s'il est négatif, tu vas l'inscrire dans la case 3BN. À partir de ce moment-là, si tu choisis d'opter pour la flat tax, tu n'auras plus rien à déclarer, ta déclaration est terminée. Félicitations. Si tu choisis d'opter pour l'imposition au barème progressif, alors il te restera une dernière action, ça sera de cocher une petite case qui serait logiquement en bas de la case 3AN et 3BN. Alors si je parle au conditionnel, ce n'est pas pour rien, c'est que pour le moment, le formulaire 2042C de cette année n'est pas encore sorti. Alors comment est-ce que je sais du coup qu'il y a cette fameuse petite case? C'est tout simplement parce que sur le simulateur officiel, elle y apparaît. Et cette case s'intitule d'ailleurs la case 3CN. Donc logiquement, normalement, elle devrait apparaître sur le nouveau formulaire, mais on ne sait jamais. Dans le doute, je préfère mettre un petit disclaimer, mais je te tiendrai informé. Et dans tous les cas, dans la prochaine vidéo déclaration, je te montrerai ce qu'il faut faire. Donc une fois que tu auras coché du coup cette fameuse case qui devrait s'intituler 3CN, tu auras opté du coup pour le barème progressif et du coup ta déclaration sera également terminée. Alors maintenant on va passer à la déclaration et à l'imposition des professionnels. Alors je vais aller plus vite parce que ça ne concerne pas tout le monde, hein. Je rappelle que la qualification de professionnel reste l'exception, mais bon, pour les personnes exceptionnelles on va quand même détailler ça un petit peu. Alors tu auras deux formulaires à remplir. Le premier c'est le 3916 bis qui va encore concerner les comptes détenus dans les exchanges qui sont établis à l'étranger, qu'ils soient clos ou ouverts, hein. Je détaille plus ça, t'as compris l'idée. Et ensuite, tu auras le 2042C Pro, hein, pour professionnel, tu l'auras compris. Alors pour l'imposition, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, ça va dépendre. Dans le cas où tu es dans un régime micro, donc micro BNC par exemple, alors à ce moment-là, tu seras imposé sur ton chiffre d'affaires. Par contre, si tu es dans un régime réel, donc typiquement le BNC, alors à ce moment-là, tu seras imposé sur tes bénéfices. Dans le cas où tu es dans une société de personnes ou entreprise individuelle, ça sera le barème progressif qui va s'appliquer. À cela, il faudra ajouter les prélèvements sociaux ou les cotisations sociales des indépendants dans le cas où il y a une qualification de professionnel. Et enfin, pour les sociétés soumises à l'IS, l'imposition sera soit de 15% sur les bénéfices sous certaines conditions et au-delà de 42 500 € de bénéfices, alors l'imposition passera à 25%. Alors à noter quand même qu'il y a une deuxième imposition qui est un prévoir dans le cas où tu voudras te verser forcément du salaire ou du dividende. Alors c'est très important à prendre en compte parce que le salaire est déductible du dividende, donc il sera toujours plus intéressant de se verser un peu de salaire avant de se verser du dividende, bien entendu dans le cas où tu n'as que ça comme source de revenus. Donc voilà pour les professionnels et ce qui conclut aussi cette petite vidéo sur la fiscalité générale des cryptos. Alors je sais aussi que beaucoup de personnes vont avoir des questions et pour ça j'ai plusieurs solutions. Déjà la première chose, n'hésite pas à mettre un commentaire, hein, si jamais tu as des questions, hein, c'est fait pour ça, il n'y a aucun problème, j'y réponds tant que ça reste dans mes cordes. Deuxième chose, je te mets en description et en commentaire épinglé le lien vers un gros
groupe Telegram sur la fiscalité. Alors c'est un groupe Telegram en l'occurrence qui est très sérieux étant donné que dessus tu vas avoir des fiscalistes, tu vas avoir également Pierre Morisot qui est CEO de Waltio dessus. Bref, tu as du bon monde, c'est un groupe Telegram qui est très actif et je le recommande tous les ans chaleureusement. Mais dans tous les cas, si tu as des questions vraiment particulières, moi je ne peux que te recommander d'aller voir un fiscaliste. Je te rappelle que j'ai mis de quoi en contacter un en description et en commentaire épinglé. Donc voilà, donc encore une fois, je tiens à remercier Waltio pour leur aide pour cette vidéo et encore pour les prochaines qui vont m'aider à tourner. Sinon, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine. Ciao!